On va donc reprendre pour toutes les personnes qui sont à distance. Je ne sais pas si vous avez laissé vos micros ouverts. On va reprendre avec un chapitre, un nouveau thème, la question des formes urbaines, qui est une question qui est quand même vraiment au cœur de l'action du CAUE. Ce sujet-là, on l'a surtitré l'intime et le collectif, un peu en écho aussi au questionnement qu'on a en interne au CAUE, et puis il y a cette crise sanitaire qui a fait quand même ressurgir la question du logement et de la qualité des espaces qu'on habite, que ce soit les aménités, ce que disait Sébastien, tout ce qui est à 1 kilomètre de chez soi tout d'un coup a pris une importance complètement autre. Et puis aussi la taille du logement, les pièces en plus, l'espace extérieur, etc. Et ce sujet des formes urbaines, il est important et il est au cœur de l'action de Jean-Yves Chapuis, qui a mis en place la délégation des formes urbaines à Rennes Métropole. Pour introduire ce chapitre, on vous propose un film, alors qui est un peu différent des 3 autres films, enfin des 2 que vous avez déjà vus et du dernier sur Tarare, qui est un film qui a été produit par l'Union régionale des CAUE, car les CAUE font partie d'une fédération nationale et d'une union régionale, dans le cadre du palmarès valeur d'exemple, qui est donc un prix qui a été décerné à différentes opérations au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur les 9 lauréats, 2 faisaient partie de notre territoire, du Rhône et de la métropole. Et celui-ci, ce projet de résidence étudiante et de jeunes d'actifs à la Duchère, est un exemple qui nous semblait éclairant sur comment on peut aujourd'hui construire des formes urbaines en lien avec leur contexte, vous le verrez. On peut lancer le film en régie. L'opération a été initiée par la métropole du Grand Lyon, l'aménageur Serle, et donc ils ont interrogé 3F Résidences pour participer à une opération de redynamisation du quartier, de requalification urbaine et surtout de diversification de l'offre de logement. Donc en 2013, nous avons commencé à réfléchir à la possibilité de créer une résidence pour étudiants, mais aussi pour jeunes actifs, et de s'inscrire dans un environnement urbain très particulier, marqué par la tour panoramique, et donc de faire une réponse architecturale qui soit à la hauteur des enjeux, à la fois en termes de diversification sociale, avec cette présence très forte de l'histoire du quartier, des différentes époques architecturales qui cohabitent autour de ce site. L'architecture est au second plan. C'est d'abord le positionnement du projet qui est important. Donc la résidence vient finir le cadrage du parvis de la tour panoramique. Le projet est vraiment à l'articulation de plusieurs composantes physiques. Sur la partie ouest, en surplomb sur le grand paysage, et puis il vient s'accrocher sur l'avenue du Plateau, c'est-à-dire la partie haute, l'artère principale, autour duquel se développe le projet urbain. Et ensuite, on vient s'implanter dans la pente. Il doit y avoir à peu près 4 mètres de dénivelé. Donc le projet vient, entre guillemets, s'encastrer dans la pente. On a un grand hall d'entrée par lequel tout le monde transite, c'est-à-dire les jeunes actifs et les étudiants. Et ce hall est en double hauteur. On peut rentrer depuis la rue Françoise Giroud et depuis le parvis de la tour panoramique. Et ça, c'est très très important parce que quand on met un bâtiment en long, on a tendance à couper les flux, les accès et donc à couper la ville en 2. C'est vraiment ce qui a dicté l'implantation du bâtiment. Et donc la mise en place de ce programme a démarré par le fait de rassembler les halls et de faire un grand espace commun. Et c'est le point fondateur du fonctionnement général interne du bâtiment.
un bâtiment donc très linéaire, mais le foyer jeunes actifs, nous l'avons positionné sur la partie ouest de la parcelle et qui forme une espèce de petite tour plus verticale que la résidence étudiante qui elle est plus horizontale et sculptée un peu différemment. Ça, c'est une manière de rappeler que la verticalité n'est pas forcément mauvaise en urbanisme. Le fait de monter sur cette roue en partie ouest nous permet d'offrir une vue sur le grand paysage, notamment aux jeunes actifs. Ensuite, comment construit-on le bâtiment? Plusieurs éléments ont fait qu'à un moment donné, on a choisi un système constructif qui est un système avec des éléments préfabriqués. Et une fois que ces éléments ont été mis au point, c'est un peu comme un jeu de Lego, on a les dalles qui montent petit à petit, puis d'un seul coup, on a ces éléments préfabriqués qui arrivent, qui finissent le bâtiment directement. Bien sûr, c'est un clin d'œil au passé de ce qu'on appelait les grands ensembles. Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, la tour panoramique à côté, elle, n'est pas composée d'éléments préfabriqués. C'était un des seuls bâtiments à l'époque qui était coulé en place. Donc on a trouvé assez intéressant, marrant, de faire un petit clin d'œil à cette tour panoramique en faisant l'opposé. La recherche initiale n'est pas l'esthétique. C'est parce qu'on a travaillé avec des préfabriqués qu'on est arrivé à ce résultat architectural. Donc on a un seul moule qui a été mis en place pour faire l'ensemble du bâtiment, ce qui est vraiment pas simple. Donc à la fin, tout le monde était assez fier de ces premiers éléments qui sont arrivés sur le chantier, qui ont une finition qui est très très douce au toucher. Donc il y a une certaine sensualité dans ce béton préfabriqué. Tout le monde est assez étonné de voir que le béton est quelque chose de très très lisse, de très très doux, comme une peau de bébé. Adolf Loos disait que la répétition est quelque chose de formidable. La seule chose qu'il faut voir dans la répétition, c'est comment on démarre et comment on finit. On est dans un système répétitif, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut assumer en architecture, c'est que chaque programme intrinsèquement donne les directions dans lesquelles il faut aller et il ne faut pas se battre contre. Si on avait essayé de camoufler la répétition, je pense qu'on aurait perdu le côté signal, sens par rapport à l'espace public et le signe que représente ce bâtiment dans la ville. Cette opération de logement est exemplaire pour nous parce qu'elle illustre notre volonté de développer les solutions pour les jeunes, des solutions pour étudier ou pour un premier emploi et que le logement permet de répondre à cette contrainte, surtout dans les métropoles, de se loger dans des conditions financières à bon marché. Voilà, Marie-Lise finit sa petite illustration. En tant qu'élu en charge de l'urbanisme, vous avez donc la responsabilité de ce qui se construit sur cette commune, donc en fait de l'ensemble de ce qui se construit. Et puis, en tant qu'élu, vous avez aussi une responsabilité plus particulière sur la construction des équipements publics, potentiellement du logement social, et aussi sur des opérations dont les élus peuvent se rendre maîtres. Et Patrick, je crois que tu voulais commencer par un exemple d'une petite commune. Donc on continue les allers-retours entre les échelles, on passe de la Duchère, on retourne sur une petite commune de 700 habitants où un maire a pu mener une opération ambitieuse, à son échelle, mais très ambitieuse. Oui, tout à fait, merci. Effectivement, la collectivité territoriale, la commune, n'est pas forcément tout le temps maître d'ouvrage. Elle a d'ailleurs intérêt de ne pas toujours l'être. On va voir dans cette partie de l'exposé combien il importe de travailler assez loin, non seulement avec des initiatives privées, de personnes privées, mais aussi
dans des montages un peu plus complexes, si on peut dire. Voilà. Alors ici, on est dans une petite commune qui s'appelle, c'est la commune de Minières, dans le bassin de vie, le bassin d'emploi de Chartres, donc qui est très attractif parce qu'elle est à la campagne, et donc malheureusement, elle ne répond pendant un premier temps que, on va dire, là, on fait passer des photos. On a trouvé des photos de l'IGN qui montrent bien ce qui se passe, c'est-à-dire que donc, dans cette commune, il y a cette ferme là, une très grande ferme Beauceronne. Imaginez, c'est la taille d'une caserne, qui elle ne sert plus parce qu'il n'y a aucune machine agricole qui peut rentrer là-dedans, et donc qui pose une question. Elle appartient au patrimoine de cette commune. C'est quasiment l'identité. Les gens disent bah tiens, on se retrouvera à tel endroit. Et ce qui va se passer, c'est que on voit autour de la ferme progressivement s'installer des lotissements. Et le maire, un jour, réagit en se disant bon sang, je pense que je suis en train de transformer ma ville en espèce de système dortoir sans âme. Et ce qui se passe, c'est que le jour où la ferme elle est vendue, alors elle est vendue pas très cher parce que forcément elle coûte plus cher en démolition qu'en autre chose. Effectivement, il y a toujours les marchands de lotissement qui sont prêts à la démolir. Ils ont même des arguments pour dire écoutez, avec ça, on va faire avec toutes les pierres, on va faire les voiries. C'est vraiment top, hein, c'est du développement durable. Et le maire a la chic idée alors on est en plein PLU et on a aussi cette chance, hein, quand on fait des PLU, c'est d'aller chercher les bonnes compétences et d'avoir une équipe qui peut être force de proposition. Et l'enjeu, au moment où cette ferme est à vendre, ça va être effectivement de lui trouver une destination que la commune ne peut pas faire toute seule. Donc elle va aller chercher la SEM départementale en mandat pour l'aider, laquelle SEM, avec le bureau d'études, vont interroger notamment des bailleurs sociaux, et là, c'est les 3 F qui vont répondre positivement. Et tout ça va s'organiser à la faveur d'un mandataire qui sait tenir la promesse faite par le maire de conserver la mairie, la ferme comme un ensemble qui va caractériser l'identité de la commune, répondre à la demande essentiellement de gens qui travaillent sur l'agglomération chartraine, étant entendu par ailleurs que cette commune ne peut pas répondre éventuellement aux demandes des entrepreneurs parce qu'elle ne dispose pas de logements locatifs. Donc là, on va se retrouver avec pas mal de logements locatifs. Pour des raisons pratiques, l'architecte va avoir la bonne idée de faire des appartements en duplex traversant où les entrées sont à l'arrière, autour de la ferme, de sorte qu'on n'a pas de voiture et on a une place centrale qui va être très vite pouvoir être appropriée par l'ensemble des habitants, et ça c'est plutôt très intéressant. Donc on voit progressivement s'installer ce projet qui va faire l'objet d'un concours d'architecture, voilà, et qui effectivement va intéresser non seulement bien évidemment le bailleur, mais on va se rendre compte très vite qu'il y a un certain nombre de commerçants qui sont en situation pas très à l'aise dans d'anciens bâtis, avec, vous savez, des difficultés de normes, services vétérinaires, accessibilité, qui vont trouver intéressant de prendre en location dans le projet et de prendre une location et de s'installer. La mairie va en faire autant. À l'occasion, on va bien sûr être obligé de construire une école neuve. Et puis, ça va très loin, puisqu'on y fait une bibliothèque. Il y a même une association de toutes les mamans qui gardent des enfants qui va s'organiser pour faire une mini-crèche. Donc il y a véritablement une programmation qui se fait en marchant. Aujourd'hui, presque tout le projet est terminé, ça a mis 10 ans, mais on est là dans un très 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 joli, enfin moi je trouve un très joli exemple. J'ai souvent félicité le maire pour le travail qui avait été fait, la patience, l'opiniâtreté, le fait qu'il aurait pu se faire peur, hein, parce que 700 habitants c'est très petit. Simplement, aujourd'hui effectivement la commune est attractive, non seulement par ses logements, mais enfin surtout par ses logements, puisque des entreprises finalement y voient un intérêt. Le parti architectural a véritablement participé à mettre en valeur un bâti qui était un bâti de qualité, malgré tout, hein. Voilà, et puis on voit par exemple l'exemple de quelques commerces, quelques-uns, hein, coiffeurs, boulangers, auto-écoles, un certain nombre d'assureurs, des gens qui sont venus s'installer là. Donc on a ici un très très joli exemple. Alors la deuxième partie de la séquence...
On l'a appelé tous opérateurs parce qu'effectivement, j'ai eu à vivre dans toute ma longue expérience, soit en DDE, soit comme délégué de l'ANA, de situations où finalement, tout le monde peut s'improviser opérateur. Alors bien sûr, on a les grandes opérations où la collectivité maître d'ouvrage, où elle va chercher des bailleurs sociaux. La commune peut faire des lotissements avec des lots libres, mais elle peut aussi... on va dire accompagner et mieux accompagner des situations qui existent dans l'histoire. C'est-à-dire dans l'histoire, la première couronne de toutes les grandes villes, c'est toujours plus ou moins densifié par des jeux de vente. D'aucuns l'ont plus théorisé ces derniers temps. Hein. Ils l'ont même appelé la démarche BIMBY, Built in My Backyard, viens construire dans mon jardin. L'enjeu, c'est moins pour le maire d'entrer dans une logique technique, théorique, mais que de pouvoir à la fois accompagner des gens qui auraient envie de vendre leur maison, mais de garder un bout de terrain dans leur quartier, là où ils ont leurs habitudes, pour y faire leur maison pour leurs vieux jours, hein, en plein pied, ou l'inverse d'ailleurs. L'enjeu, il est plutôt un enjeu de solidarité intergénérationnelle. L'enjeu, il est que souvent le tissu urbain, qui est très lâche, présente des opportunités. Et pour le coup, je pense que l'intérêt de la démarche BIMBY, c'est qu'on est véritablement dans une économie, on va dire, altermondialiste de production de la ville, qui est très intéressante, puisque ça va appeler forcément des architectes qui vont devoir proposer des solutions très inventives, et puis des petits entrepreneurs. On n'est pas là dans une logique de fabrication à très grande échelle. Donc l'intérêt, par contre, pour la ville, pour la collectivité, c'est de bien savoir l'accompagner, voire de l'encourager. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de communes qui se sont lancées là-dedans et qui ont permis de produire du logement sans quasiment faire bouger les lignes. Ça peut être aussi intéressant. Un deuxième enjeu qui me paraît intéressant, c'est que de plus en plus, on a des gens qui se regroupent pour acheter un foncier à plusieurs, quand le foncier est cher, pour essayer de faire un habitat coopératif. C'est dans la loi ALUR. Aujourd'hui, on dit toujours « Ah oui, mais c'est un système de bobo », je l'ai entendu encore récemment. Non, on a un certain nombre d'opérations faites en accession sociale à la propriété par des architectes qui font des travaux intéressants. Alors bien évidemment, en intermédiaire, on a un maître d'ouvrage, on va dire, institutionnel, type un bailleur social. Mais on voit, j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre d'opérations d'habitat coopératif qui sont faites, on va dire, dans des situations où effectivement des gens se regroupent pour construire ensemble, pour diminuer le coût du foncier. Alors, effectivement, avant de passer la parole à Jean-Yves, j'ai envie de dire toutes les solutions sont bonnes et il y a 1000 façons d'être opérateur. Comme on a parlé tout à l'heure de la relation que pouvaient entretenir des villes moyennes avec la grande ville, on est déjà dans un système d'archipel. Je vais passer la parole à Jean-Yves en lui demandant comment finalement cette notion d'archipel peut prendre sens. Hein. J'avais oublié aussi de dire, et je pose la question à Jean-Yves parce que j'ai eu l'occasion de vivre à l'école d'architecture de Rennes une expérience qui était intéressante où tous les maires de la ville, de l'agglomération, donnent aux étudiants à réfléchir des terrains qui sont des terrains qui n'ont plus de valeur. Ce sont des terrains, personne n'en veut, ils sont compliqués. Et la belle idée de Rennes, où il y a de bonnes idées, c'est de se dire, on va construire, on va demander aux architectes de trouver des réponses en termes de logement, qualitatives, mais l'acheteur aura le terrain en bail emphytéotique, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas le terrain, puisque finalement ça n'a pas de valeur. Donc voilà. Et ça permet aussi de sauver des situations. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, Jean-Yves, lui, va nous parler du projet rennais de ville archipel et de comment finalement les communes rurales dont on ne parle jamais, ou les communes qui sont dans le cercle de l'agglomération, dans l'attraction, peuvent participer à la production d'un tissu urbain et venir en complémentarité de la ville-centre. Donc tout ce que je vous ai expliqué là précédemment, maintenant comment ça se traduit concrètement. Alors j'avais fait faire ce dessin sur la ville archipel, parce que bien souvent, encore une fois, les documents
classique ne donne pas une image un petit peu... Et alors, c'est très significatif. Donc, vous avez Rennes au milieu, et en fait, il y a une ceinture verte qui date depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture entre la ville et les communes. Il n'y a pas le phénomène de banlieue, si vous voulez. Mais cette ceinture verte dont tout le monde se glorifie, en fait, c'est un peu ambigu. C'était de dire quoi? C'était de dire, messieurs les élus de la ville-centre, vous gardez tous les logements sociaux chez vous, ce qui était la réalité, et on accepte que les gens viennent dans les communes aux alentours, acheter un terrain, construire une maison, quand ils décident, si vous voulez, par l'ascenseur social, par un certain nombre de raisons, de venir habiter dans nos communes. Mais vous voyez, en fait, la ceinture verte était un cordon sanitaire, si on veut. Et tout le travail qui a été fait dans la conception de la ville archipel, quand le président Edmond Hervé m'a demandé de prendre cette délégation, avec le premier vice-président qui était le maire d'une petite commune et qui voyait bien qu'il y avait une évolution de la ville compacte vers la ville territoire à l'époque. Et on a donc décidé de l'appeler la ville archipel en disant on conserve la qualité des communes qui forment donc cette ville archipel, on garde la ceinture verte, on garde, on augmente même les terrains à l'agriculture parce que, comme tu l'avais très bien dit, Patrick, les villes se sont créées quand les peuples se sont sédentarisés et donc les agriculteurs, et donc paradoxalement proches des terres agricoles. C'est tout l'énorme débat aujourd'hui. C'est qu'à la fois il faut protéger ces terres agricoles, mais les villes se sont créées avec ces terres agricoles. Et donc, ce qui a été fait, ça a été donc de dire on va insister sur la protection des terres agricoles et de la nature, on va insister sur cette ceinture verte, mais on va la positiver en disant c'est la conception de la ville archipel et pas le fait de dire gardez vos logements sociaux dans la ville-centre. Et surtout, le plan local de l'habitat va de fait amener à faire des logements aidés dans toutes les communes. Et en faisant, vous voyez, le regard inversé, en partant de la nature et de l'agriculture, tout le monde est d'accord. Tous les maires, mais tous les citoyens disent « Ah bah oui, c'est très bien, ça va protéger ». Et donc, on a protégé beaucoup plus de terrain, puisqu'on a 78% du territoire de la métropole en agriculture et en nature. C'est d'ailleurs les meilleures terres agricoles de toute la Bretagne. Et en conséquence, on a donc réduit de moitié les terrains à l'urbanisation. Et avec le PLH, on a doublé le nombre de logements. Et tout mon travail, ça a été, avec les maires, de faire un travail de conception urbaine, de forme urbaine, qui à la fois respecte ces communes, mais réfléchit sur d'autres formes urbaines. Et je suis parti des modes de vie, comme on disait, l'allongement de la durée de vie. À un moment donné, on quitte sa maison et on souhaite avoir un logement en centre-bourg, dans un petit immeuble, et le parcours résidentiel, on le permet. Donc vous voyez, c'est à la fois de positiver la notion de la ville archipel avec cette ceinture verte qui était au départ quelque chose de très anti-ville, d'élargir la notion de la ville donc en intégrant la nature et l'agriculture. Ça veut dire qu'on discute avec le monde agricole. On ne fait pas que garder des terrains à l'agriculture. On dit au monde agricole, quelle agriculture vous faites? Et on discute des formes d'agriculture. Et on achète, dans le cadre du PLA, du plan local agricole, on achète nous-mêmes aussi des terrains agricoles pour mettre, par exemple, des jeunes qui veulent faire du bio, qui veulent avoir quelques hectares et qui ne pourraient jamais les acheter étant donné le prix de l'agriculture autour, pour empêcher qu'il n'y ait que des grands groupes qui achètent. Dire, on fait participer. Et quand moi, la première fois j'ai discuté avec le monde agricole, vous participez au débat de la ville, eh ben, je peux vous dire que beaucoup de gens dans le monde agricole m'ont dit « Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» voyez. Alors, quelques photos, parce qu'on y reviendra après par la suite. Donc là, par exemple, c'était le groupe Bouygues qui, dans une commune Saint-Gilles, avait fait un immeuble, alors que la commune, il n'y a que des maisons. Le maire m'appelle dans ma délégation, donc je convoque le groupe Bouygues et son architecte, et j'ai dit « Vous mettez tout ça à la poubelle et vous me refaites un immeuble comme des maisons. » Donc, vous voyez, en fait, vous avez des ribambelles de maisons, mais c'est de fait un immeuble. C'est-à-dire le respect. Et c'est là qui est intéressant, c'est que les maires s'appuient sur l'ingénierie urbaine de la métropole, le poids financier de la métropole et le rapport de force politique. Là, c'est pour montrer comment est-ce que l'on refait de l'architecture
donc différente par rapport à l'architecture ancienne rénovée, du bois et puis du métal. Ici, c'est une réinterprétation des longères bretonnes, parce que quelques maires m'avaient dit, oui, mais l'architecture contemporaine, c'est des cubes. Je dis non. On peut demander à des architectes, c'est Christian Ovette qui a réinterprété une longère bretonne sur les bâtiments donc de droite. Et donc, vous avez plusieurs logements, en fait, dans ces longères qui autrefois étaient pour des familles. Là, c'est pour montrer aussi comment est-ce qu'on relie par les pierres, si vous voulez, une maison différente d'un petit immeuble. Là, c'est la commune de Saintré. Les gens se plaignaient qu'il n'y avait plus de commerce et qu'il fallait aller dans les centres commerciaux. Donc, on a imposé aux promoteurs de faire en rez-de-chaussée un commerce. Et on s'est rendu compte que les gens n'y allaient pas tellement plus. Là aussi, il y a des doubles discours. Dans le centre de Rennes, quand j'étais adjoint à l'urbanisme, on avait en plein centre un centre commercial, une chaîne, et puis ça fermait. Alors les gens, très fâchés, moi je m'occupais du centre-ville, M. Chapuis, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir la dernière responsable de ce centre commercial. Elle me dit, M. Chapuis, le panier moyen, à l'époque c'était en francs, il était de 15 francs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les gens, ils venaient là que quand ils avaient oublié quelque chose, sinon ils allaient dans des centres commerciaux. Alors je peux vous dire que j'ai cogné là, dans la presse en disant, ne me racontez pas des histoires. Double discours. Là aussi, les élus, ils sont face à beaucoup de citoyens, mais c'est la vie. On a des doubles discours. Eh bien, il ne faut pas se gêner pour le dire. Et puis là, bon, c'est pour montrer, c'est une commune qui est en dehors de la métropole, mais qui s'est appuyée sur la métropole. Et donc, le promoteur a fait très attention, puisqu'on était venu les voir. Et c'est une femme maire qui a fait un boulot extraordinaire. Elle a restructuré un centre-bourg qu'elle a agrandi donc, par des immeubles, toujours pour répondre à des personnes âgées qui voulaient rester dans la commune, mais qui voulaient abandonner leur maison, et à des jeunes qui voulaient prendre leur autonomie, mais qui n'étaient pas encore totalement autonomes tant que la structuration de leur métier et de leur vie sociale, de leur vie affective était faite, et qui avaient besoin de rentrer un peu chez leurs parents, mais d'avoir quand même un logement autonome. Elle a fait un travail qui était vraiment extraordinaire, avec un aménageur privé. Parce que alors ça, c'est une différence, enfin, c'est un élément précis sur Rennes, c'est qu'à la fois on a des promoteurs locaux, donc c'est leur argent. Donc on peut discuter franchement, à différence des grands groupes qui ont des comités d'engagement à Paris et qui ne donnent aucun pouvoir aux locaux. Et la deuxième chose, les quelques aménageurs privés qui fonctionnent savent qu'il y a la politique de la métropole qui est très puissante. Et donc comme ils veulent travailler dans la métropole, ils négocient, ils font attention à ne pas faire n'importe quoi. Et puis là, alors ce qui est intéressant, c'est dans une opération, on a agrandi en fait. Dès le départ, les possibilités d'agrandissement sont faites, mais c'est uniquement la calotte qui est faite. C'est ce qui est un petit peu à côté du marron, qui est un peu en clair. C'est-à-dire qu'après, les gens transformeront, mais on préfère le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que quand ça se fait 10 ans, 15 ans après, les gens dans le lotissement, ils n'acceptent pas tellement les agrandissements en disant « on a l'habitude de vivre comme ça, pourquoi vous voulez vous agrandir ?» Le fait de prévoir l'agrandissement, si vous voulez, ça permet d'aller plus vite. Puis là, c'est des formes urbaines extrêmement différentes. Vous voyez qu'on a réussi à faire dans cette commune qui est tout près de Rennes, dans la métropole. Voilà. Pour rebondir sur ta dernière vos dernières présentations, mais cette question effectivement de la fabrique attentive pour moi de la ville, c'est-à-dire quand on est dans des situations demain qui vont être certainement encore particulières, puisque le tertiaire, on ne va pas savoir exactement ce qui va se passer, probablement, donc il faudra au cas par cas, j'imagine, demain voir pour les secteurs qui auront du tertiaire ce qu'ils pourront faire. En revanche, on imagine que le logement, suite à la crise sanitaire, on sera certainement confronté à des nouvelles attentes, des nouveaux envies de produits, des nouvelles façons d'habiter les territoires. Et donc on aura certainement une question importante, c'est de produire du logement pour tous les parcours de vie. Donc il faudra effectivement dans les territoires accueillir les plus anciens, mais aussi accueillir les jeunes. C'est souvent les deux problèmes auxquels sont confrontés les territoires, donc ce besoin supplémentaire de logement. Donc il faudra construire. Mais par contre, quand on a évoqué dans la matinée d'autres politiques publiques qui vont nous obliger aussi à contraindre nos capacités de transformation, je prends le zéro artificialisation nette par exemple, ce genre de choses, on va se retrouver en fait dans des espaces que moi je qualifie de circonscrits, c'est-à-dire connus. Voilà. Ces espaces, ils vont être connus, ils vont avoir leur qualité paysagère, patrimoniale pour très longtemps. Donc ça veut dire essentiellement peut-être du renouvellement urbain ou de la compensation peut-être une fois qu'on aura les mécanismes exacts. Et donc ça veut dire que l'existant, ce qui préexiste,
le patrimoine ordinaire existant, tout le contexte qui est là, va prendre une valeur corrélée encore à la crise sanitaire, au kilomètre, aux 10 km, ça va encore prendre plus de valeur. Donc ça veut dire que dans la façon de construire maintenant, donc les formes urbaines, les formes architecturales, eh bien, je pense qu'il va falloir être encore plus précautionneux pour arriver à intégrer de manière pérenne. Ça ne veut pas dire pas faire d'architecture. Hein. Tu as montré qu'il y avait des bâtiments qui étaient de l'architecture. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'architecture, mais par contre, ça veut dire effectivement pouvoir produire la meilleure architecture, la plus insérée dans son environnement et dans son contexte. Donc ça, c'est une question de conception, finalement. On va être confronté à un autre phénomène qui va être celui de la transformation de l'acte de construire lui-même, puisque au-delà des questions de maîtrise de la consommation du foncier, il va y avoir la question de la transformation de l'acte de construire via la réglementation environnementale. Donc à mai, vous avez démontré qu'on pouvait à la fois être en avance sur la question de la construction environnementale, mais ça a des coûts, ça a des impacts, donc ça fera partie aussi de la façon de construire. Donc pour moi, par rapport à tout ça, ce qui est très important, c'est la négociation. C'est le fait de discuter, d'avoir un dialogue pour produire... Jean-Yves, c'est ce que vous avez mis en place dans le territoire rennais, c'est cette capacité à dialoguer, à négocier. Donc pour moi, c'est cette idée de procéder à la mise en place d'outils qui permettent à la fois de recevoir les pétitionnaires et de discuter avec les concepteurs de la qualité de leur projet pour que l'intégration soit la meilleure, effectivement, dans l'environnement. Malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est lorsqu'il n'y a pas de dialogue, un projet sur X ne respecte pas forcément les conditions d'insertion dans l'environnement. Donc il faut des outils adaptés qui peuvent prendre des formes de mission conseil, de commission préalable, par exemple, aux autorisations d'urbanisme. Tout ça est essentiel. L'autre point important quand on veut de la qualité dans les formes urbaines ou les formes d'aménagement, c'est aussi d'avoir des équipes en fait, en face qui sont en capacité en fait, de faire aussi. C'est ça aussi l'autre enjeu. Donc c'est effectivement d'avoir des équipes de maîtrise d'œuvre qui en face sont rémunérés, sont payés pour faire un travail de qualité. Donc voilà, pour moi, les éléments importants. Je n'ai pas évoqué dans la transformation des territoires qu'on connaît maintenant, dont on connaît l'enveloppe, la question de la réhabilitation et de la rénovation, mais ce sera un élément central puisque ça concernera 70% au moins du parc dans lequel nous sommes aujourd'hui situés. Donc la question ne sera plus qu'une question de création, mais sera aussi une question extrêmement importante de transformation et de réhabilitation. Voilà. Merci Sébastien. Je vais faire remonter une question du chat, qui est une question complexe, qui est de comment répondre à de nouvelles demandes d'habiter, entre autres de nouvelles formes type yourte, etc. Et comment en fait entendre à la fois le besoin de vivre différemment, les difficultés à trouver des logements accessibles, l'augmentation du foncier, etc. Mais voilà, comment un élu peut faire... Alors, peut-être que la réponse ne sera pas si aisée. Je te donne la parole, Sébastien. Merci pour la question. C'est sûr qu'aujourd'hui, mais moi je le transformerai sous cet angle du fait de ne plus avoir d'empreinte en fait, sur le territoire. En fait. C'est ça la question. Quand on construit sous ces formes-là, peut-être, qui sont des formes d'habitat, pas précaires, mais en tout cas d'habitat provisoire ou démontable en tous les cas. On voit aussi apparaître toute la mouvance de ce qu'on appelle les tiny houses, les mini-maisons, voilà, qu'on peut installer dans un système de jardin et qui viennent aussi certainement en résonance avec ce que Patrick disait tout à l'heure sur cette question de construire dans mon jardin. Donc c'est de façon aussi d'optimiser en fait les territoires disponibles. Ça, je reviens aussi à cette question-là. On a toujours le même espace. Dans cet espace, a priori, il va falloir qu'on soit plusieurs maintenant à cohabiter. Donc effectivement, on va certainement voir apparaître tout un tas de formes d'habitat beaucoup plus légers finalement dans la manière d'occuper les territoires. Je pense qu'avant d'arriver à des solutions voilà, aussi temporaires, en fait, la façon de construire, elle, par contre, va certainement évoluer et ce sera certainement des constructions beaucoup plus pérennes, mais qui, dans leur démarche constructive, auront des impacts beaucoup moins importants sur l'environnement et les ressources naturelles. Voilà ce que je pouvais répondre. Si Patrick, on a 3 minutes si vous voulez, Patrick ou Jean-Yves. Enfin, je pense que c'est un point que je développerai après, mais la politique foncière me paraît fondamentale.
tout ce que je vous raconte là n'a pas de sens s'il n'y a pas de politique foncière. Alors c'est vrai que la ville de Rennes, c'est un peu spécial, puisque entre Henri Fréville, maire centriste de 1953 à 1977 et Edmond Hervé, 1977 à 2008, on a acheté la moitié de la ville. La moitié de la ville a été achetée. C'est-à-dire qu'on a pu après faire tous les programmes du privé au locatif social, en passant par des programmes extrêmement différenciés, si vous voulez. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de politique foncière, et je pense que c'est l'un des débats des alliances de territoire entre vous et la métropole. Et la métropole, il faut qu'elle achète plus, d'ailleurs. C'est un débat que j'ai avec eux actuellement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique foncière, c'est fondamental, parce que les prix vont monter. De toute façon, les prix sont trop chers aujourd'hui, on met trop d'argent dans le logement, et économiquement, c'est très mauvais, quoi. Je veux dire que ça ne permet pas de faire d'autres choses, quoi. Et là, il y a un vrai débat de fond. Et je pense que toute politique urbaine, s'il n'y a pas au départ une politique foncière, on raconte des balivernes. Je suis très, très ferme là-dessus. On raconte des balivernes. Et je rebondis, puis après, Patrick, il y a une deuxième question en lien. Pour lutter contre le renchérissement du foncier, comment aider les collectivités des zones intermédiaires à développer de l'habitat avec des baux réels solidaires, aide à l'achat du foncier? Donc ça, vous pouvez en dire deux mots. Le sujet, en tout cas, sera abordé lors du 3e webinaire sur le foncier et les outils de l'aménagement avec Sybille Thirion, l'ancienne directrice du CERF, le Centre d'études et de ressources foncières. Je vous laisse... je ne sais pas si Patrick ou Sébastien sur la question. Voilà, c'est clair que le sujet du foncier est un sujet central aujourd'hui. Oui, c'est un sujet central, mais comme on est en train de changer de paradigme et que je prie tous les jours pour que on se repense du plus haut de la pyramide jusqu'en bas et qu'on arrête de sacrifier l'histoire de l'humanité au capitalisme mondialisé. Je me dis que aujourd'hui, on a une pression sur la demande de logement qui est dans principalement 12 métropoles en France, pour faire court, alors que tout le reste de la France est à vendre. Donc il y a un paradoxe. Tout ça est lié au fait que l'offre d'emploi, elle est désormais concentrée dans les métropoles qui concentrent aussi les richesses. On peut imaginer que demain, enfin, des logiques s'inversent, ne serait-ce qu'en commençant par les modes de consommation des habitants, puisque c'est par là que ça commence. C'est-à-dire que si on consomme différemment, si on consomme moins, peut-être qu'on a moins de besoins, peut-être qu'on peut aller chercher un emploi ailleurs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans des modes, des emplois alternatifs. Pourtant, ils ont fait de hautes études, mais ça ne les empêchera pas de monter une entreprise de maraîchage bio de très haut niveau, de monter des entreprises qui vont faire, je ne sais pas, des confitures ou peu importe. Il y a là des pans entiers de l'économie qui pourraient évoluer au détriment des grands groupes. Bon, c'est pas choquant, c'est pas demain qu'on va les ruiner, ces grands groupes, mais pour autant, ça veut dire vraisemblablement qu'il faut qu'on ait une réflexion sur la manière dont on répartit les populations sur les territoires. Et cette réflexion, elle passe notamment par les modes de consommation, par la question vivrière qui est centrale, bien évidemment, et d'une manière générale par l'organisation d'un système qui, depuis l'exode rural, la mécanisation de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, n'a fait que assécher les campagnes pour amener des populations dans les villes, et on est à un point de rupture. On est à un point de rupture qui n'est pas seulement sanitaire, il faut se le dire. Il y a quand même des gens qui vivent dans des banlieues proches des villes, dans des surfaces très réduites. Pour avoir travaillé dans le cadre du programme de Martine Aubry sur l'habitat des plus démunis, j'ai fait des observations plus que scandaleuses sur notamment les marchands de sommeil dans les villes où il y a de l'emploi. Merci. On va clore ce chapitre. Je ne sais pas si Marie-Lise est avec nous. Oui. Donc ce sujet, forcément, de l'intime et du collectif, à la fois tous opérateurs, comment être préparé et privilégier, prévoir les différentes étapes de la vie. Ça va être un petit peu les objectifs de votre mandat.